Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que vous avez vu Monsieur Marcel Guilavogui entrer au stade du 28 septembre et que c'est juste après son arrivée que les tirs ont commencé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Oui, moi je m'en tiens à ma première déclaration et je n'ai pas de débat avec Marcel. Je pense que le président a pris note de mes premières sorties. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, c'est comme je l'ai dit, je n'étais pas à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, mais je l'ai dit à la hauteur de l'université. À la hauteur de l'université, et que les tirs ont commencé, je me suis retourné pour dire qui vous a dit de tirer. Et les gens tiraient, ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Très bien. Monsieur Marcel Guilavogui, avant votre entrée au stade, puisque vous avez confirmé que vous étiez effectivement à l'intérieur du stade, est-ce qu'avant votre entrée, les tirs avaient commencé? En cette qualité, est-ce que, je reviens sur une question qui a été posée par mon collègue, est-ce que vous receviez régulièrement des informations des différentes garnisons, ou les informations les plus sensibles tout au moins? Vous en receviez? Merci, monsieur le procureur. Pas régulièrement, parce que au niveau du commandement, commandant en chef des forces armées, c'est un titre honorifique parce que c'est lui qui... Excusez-moi, M. Camara. Vous-même, vous avez décrit ce que c'est qu'une confrontation, c'est sur des points bien précis. Oui, j'ai dit... Maintenant, puisque vous êtes expliqué de long à large, c'est acté. Tout à l'heure, vous avez rappelé au président que tout le monde s'est expliqué. Donc, je voudrais que les questions que je vous pose... Est-ce que vous receviez des informations des différentes garnisons? C'est juste pour confirmer ou infirmer qu'on puisse évoluer. Des informations? Oui, des différentes garnisons militaires. Pas à tout moment. Pas à tout moment? Oui, pas à tout moment. J'en recevais pas à tout moment. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, la même question. Est-ce que, monsieur, parce que vous étiez son aide de camp, est-ce que monsieur Moussa Dadis Camara recevait des informations, ne serait-ce que sensibles, des différentes garnisons militaires à travers le pays? Oui, je vais le dire pour vous, c'est-à-dire donner vraiment la raison qui me permet, vous savez, pour c'est-à-dire la fonction des militaires, c'est bien sûr la défense de l'intégrité du territoire national, pour stabiliser, pour permettre au peuple d'être serein. À cela, n'oublions pas, l'armée, toutes les informations du pays, tous les services de renseignement, que ce soit la DIGRI, que ce soit la DEGRE, que ce soit le deuxième bureau, sur le chef d'état-major général, que ce soit le renseignement sur le ministre de la Défense, que ce soit le bureau de renseignement de la gendarmerie nationale, que ce soit celui de tout converge à celui de la présidence. Pour conclure, pour directement rassurer le président de la République, c'est-à-dire l'état de santé du pays. Donc, 24 heures sur 24 heures, je le dis, c'est comme ça le pouvoir fonctionne. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, ça c'est partout ailleurs. Très bien. Voilà. Monsieur Marcel Guilavogui, la même question. Est-ce que vous qui étiez proche du président de M. Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, est-ce que vous étiez informé sur le fait qu'il recevait ou pas des informations à travers les différentes garnisons du pays? Bon, le président Dadis et moi, je ne suis jamais resté
dans son bureau qu'on vient de faire un compte rendu, mais je sais que le président de la République, il est censé d'être renseigné. Est-ce que vous étiez informé qu'il recevait toutes les informations? Moi, je ne suis pas dans le commandement, je n'ai pas contrôlé cela. Est-ce que vous le saviez? Bon. Il était informé parce qu'il est président. C'est bon. Monsieur le juge président, monsieur le juge assesseur, dans la continuité donc de mes plaidoiries commencées le 12 juin 2024, me voici de nouveau devant vous. Me voici de nouveau devant vous pour toujours clôturer les plaidoiries qui ont été faites avant moi par les confrères Almami Samori Traoré, Pépé Antoine Lama et Antoinette Ouedraogo. Monsieur le Président, ceci dit, le 12 juin, pendant toute la journée passée avec vous, j'ai essayé, comme je le pouvais, à vous présenter le président Moussa Dadis Camara, tant dans sa dimension humaine, militaire, d'homme d'État, de responsable, de patriote, et même de prisonniers politiques. Ma vision, et c'est ce qui va être étalé aujourd'hui, était justement d'indiquer dans un premier temps ou de soumettre dans un premier temps des pistes de réflexion. En réalité, des questions pour que dans le secret des délibérations, que ces réflexions se cimentent, se bétonnent dans le subconscient de chacun d'entre vous, membres de ce tribunal criminel, dans l'intériorité de chacun d'entre vous, même si cette intériorité qui doit rester et demeurer ne s'extériorise pas pour ne pas que l'on remette en cause la neutralité, l'impartialité que vous devez incarner à tous égards, y compris entre vous, juges. Ces pistes de réflexion que j'ai appelées des questions sont, entre autres, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, la première, c'est ceci. Est-ce que dans notre pays, l'accomplissement du devoir patriotique est un crime? Je vous ai présenté la dimension patriotique du président Dadis. Interrogez-vous si son attachement inconditionnel à accomplir ses devoirs patriotiques constitue un crime. Si vous trouverez que la réponse est affirmative, ben vous le condamnerez.
Mais si vous saviez, et je sais que vous saviez, que la réponse, elle ne l'est pas, il sera donc acquitté, il sera libéré. La deuxième question, Monsieur le Président, c'est bien ceci. Est-ce que dans notre pays, la prise inconditionnelle en main de ses responsabilités de citoyens est un crime, quelle que soit par ailleurs la position que nous occupons? Que nous soyons avocats, que nous soyons magistrats, que nous soyons ministres, que nous soyons présidents, que nous soyons directeurs de banque, est-ce que pour avoir assumé ses responsabilités en tant que citoyen, en tant que Guinéen, cela peut constituer un fait répréhensible pénalement? Vous comprendrez que la réponse, elle est non. Et dès lors que dans le subconscient, dès lors que dans le secret de vos délibérations, vous répondrez à cette question, je sais que le président Dadis retrouvera ses proches bientôt. La troisième question, Monsieur le Président, c'est à qui ont profité les crimes des événements du 28 septembre 2009? Est-ce qu'ils ont profité au président Dadis? Votre décision aura certainement sa réponse là. Est-ce que ces crimes ont plutôt profité à d'autres personnes? La décision que vous rendrez en ce qui concerne le président Moussa Dadis Camara devra se cimenter là, devra s'inspirer là. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, réfléchir à ces questions sera un devoir de conscience. Un devoir de conscience silencieux, une conscience silencieuse qui n'aime pas le bruit, mais qui doit et devrait vous hanter pour que elle ne vous quitte pas, pour ne plus vous quitter. En tout cas, jusqu'au vidé du délibéré, c'est rendu de la décision. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, répondre à ces questions sera un acte grave et lourd de conséquences, mais ce sera avant tout un acte de conscience qui vous libérera à la condition unique, mais vraiment à la condition unique de choisir la bonne voie, la meilleure voie. Et cette voie-là, c'est bien celle de l'acquittement et de la libération du président Dadis. Ce sera pour vous l'accomplissement d'un devoir, d'une charge liée à la fonction de juge que vous incarnez quotidiennement, que vous incarnez surtout dans ce procès, dans cette salle d'audience, dans ce temple de Thémis. Parce que ce devoir de conscience vous permettra mieux de comprendre que les massacres du 28 septembre et le lien avec la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara par son aide de camp, qui en réalité, je vais le répéter, n'a été que l'arme du crime. Parce que les mains tenant cette arme-là et qui l'ont lui-même manipulée sont des mains qui viennent d'ailleurs. Ce sont des mains qui sont les mains de véritables commanditaires. Voilà le premier moment de réflexion que je voudrais vous soumettre. Le second moment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
Notre exposé du 12 juin visait à consacrer et définitivement le complot international ourdi contre le président Moussa Dadis Camara, contre le CNDD, contre le gouvernement, contre la Guinée et contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi, dans la continuité, je vais me permettre de vous présenter, non sans prendre de risques, je sais qu'il y a beaucoup de risques à prendre en faisant de telles révélations, mais je suis déjà un cabri mort. Je vais vous révéler les véritables acteurs de ce complot international, les rôles que chacun d'entre eux a joués. Et dans la conclusion par laquelle je répondrai à la question que je vous ai posée, c'est-à-dire à qui profite le crime, je suis convaincu que vous serez déjà édifiés. Nous le faisons, Monsieur le Président, sans peur. Nous le faisons sans parti pris. Je vous ai rappelé le serment de l'avocat au début pour vous dire que je serai autant que possible objectif avec moi-même, objectif avec la défense de l'homme que je défends, objectif avec lui, parce qu'aujourd'hui, là où il se trouve assis, il sait que son destin n'est pas uniquement dans vos mains, mais c'est aussi dans notre main, dans la main de ses avocats. Alors, c'est vrai que nous ne sommes que des humains. Son destin n'est qu'entre les mains de Dieu. Et c'est cela la vérité. Nous allons donc le faire, non pas uniquement pour la vérité judiciaire, parce que cette vérité-là, c'est vous qui alliez la prononcer, parce que c'est vous qui êtes la bouche du droit. Mais nous le ferons surtout pour la vérité historique. Parce que chacun de nous, ici présent, doit contribuer en sa façon à aider à écrire mieux l'histoire de notre pays. Nous le faisons enfin parce que ce procès, Monsieur le Président, est très profond. Ce procès a des dimensions qui vont au-delà de la simple dimension judiciaire, de la simple dimension juridique. Ce procès a des dimensions historiques. Ce procès a des dimensions géographiques. Ce procès a des dimensions sociologiques. Ce procès a même des dimensions environnementales. Et notre histoire, nous devons contribuer à l'écrire de manière exacte. Surtout que les ennemis de la Guinée, surtout que les ennemis du président Moussa Dadis Camara, surtout que les ennemis du peuple de Guinée, surtout que les ennemis du CNDD ont tout fait, mais alors ont tout fait pour salir la date du 28 septembre. Cette date historique qui a permis d'annoncer notre accession à l'indépendance le 2 octobre 1958. Cette date qui a succédé au 25 août 1958, ce jour de courage où le premier président de notre pays a eu le courage de dire au colosse de Gaulle que la Guinée choisit la voie de l'indépendance. La Guinée ne choisit pas la voie de la communauté avec la France. Les acteurs de ce complot contre le président Moussa Dadis Camara, contre le CNDD, contre le gouvernement guinéen, contre la Guinée, le peuple de Guinée, étaient organisés en bras ou ailes militaires, en ailes politiques, en ailes diplomatiques, en ailes financières, et existaient tant au niveau interne qu'au niveau international. Il y avait des exécutants
constitué de l'aile au bras militaire qui se trouvait à l'interne dans notre pays, la Guinée. Il y avait des commanditaires constitués d'ailes ou de bras politiques, diplomatiques et financiers. Certains se trouvaient ici, en Guinée, d'autres se trouvaient à l'étranger, tapis dans les capitales occidentales. Les exécutants et ailes militaires du complot ne sont rien d'autre, premièrement, que certains militaires du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, le BASP, le camp Koundara à l'époque, l'actuel camp Makambo. Ils avaient à leur tête le commandant de ce camp, le nommé Béguéré. Ce camp a une histoire. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, et je vais parler de cela. Le camp de Koundara, jusqu'à la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Camara, le 3 décembre 2009, était le siège du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle du défunt feu général Lansana Conté. Cette précision est importante et vous la comprendrez plus devant. Ce camp est le fruit de la coopération militaire française. Ce corps a donc été entraîné, encadré et équipé par les Français sous le règne de feu général Lansana Conté. Ce sont les insurgeurs français qui ont inculqué toute la morale, toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs. Et c'est de ce camp-là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Toumba, qui a dit publiquement ici avoir vu Béguéré au stade du 28 septembre. Mais qui était le responsable direct de ce camp? À qui devraient se référer les éléments de ce camp? C'était bien le commandant Aboubakar Diakité, alors le deuxième exécutant. C'était le tout-puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. Et d'ailleurs, il vous a dit ici, publiquement, qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui, et uniquement à lui. Et les événements ont montré que ce camp relevait effectivement de lui. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place, et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition, y compris le président Dadis, il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entende deux éléments de ce camp. Il est donc allé les libérer pour aller se retrancher dans ce camp. Et on connaît la suite. Ça veut dire tout simplement que ce camp dépendait de lui. Première chose.
Deuxième chose, Monsieur le Président, Monsieur les juges assesseurs, le commandant Toumba vous a clairement décrit l'itinéraire qu'il a suivi le 28 septembre 2009. Ce jour, il vous a dit avoir empêché le président Moussa Dadis Camara de sortir. Il vous a dit avoir donné des instructions à son commandant de salon qu'il a lui-même nommé pour ne laisser sous quelque prétexte que ce soit le président Dadis. Parce que ce dernier, connaissant ses rapports conviviaux, amicaux avec les leaders politiques, avait décidé d'aller les rencontrer pour que cela puisse sensibiliser leurs militants. Alors, mais il vous a dit, après, qu'il était sorti pour aller chercher le président Dadis. Mais il faut que vous vous interrogiez sur beaucoup de choses. Il vous a dit qu'il a appris que le président était allé au stade. Mais il ne vous a pas dit qui lui a fourni cette information. Il aurait dû le fournir. Deuxièmement, il vous a dit, en chemin, être arrivé jusqu'au pont 8 novembre. Lorsque vous apprenez que le président est allé au stade, est-ce que vous avez besoin d'aller jusqu'au pont 8 novembre, alors même que le stade est avant le pont 8 novembre, alors qu'à partir de Madina, il pouvait tout simplement monter, ou bien passer par la route Le Prince? La vérité se trouve où? La vérité, c'est que les éléments du camp Koundara qui se trouvent ici et qui sont allés envahir le stade étaient sous ses ordres et ils devaient se rencontrer au pont, sur le pont 8 novembre. C'est d'ailleurs pourquoi, aussi bien dans les PV d'audition de Selou Dalin, de François Le Sénifal, de Mouktar et tant d'autres, il a été clairement indiqué que c'est uniquement, alors même que l'ambiance était bon enfant, que quand il est arrivé à la tête de ces militaires, que les tirs avaient commencé. C'est aussi élémentaire et on ne peut pas masquer cela simplement parce qu'on a envie de salir un homme, parce qu'on a envie de salir son patron, parce qu'on a envie de salir l'homme qui vous a fait confiance, parce qu'on a envie de salir l'homme pour qui vous avez été conseiller spirituel. La vérité, c'est que c'est à partir du pont 8 novembre qu'ils se sont rencontrés avec la troupe de Begré qui est sortie du camp Koundara pour aller directement au stade du 28 septembre. Mais une autre chose, toujours à ce niveau, mais le commandant vous a dit, j'en parle, parce qu'indépendamment de lui, on a voulu vous faire comprendre que le président était au stade à Marokana pour étayer sa version. Mais, Monsieur le Président, j'ai produit ici, au débat de cette procédure-là, une photo dans laquelle vous trouviez la résidence du président et la résidence de son aide de camp, le commandant Toumba. Il n'y a que 10 mètres, 20 mètres entre les deux résidences. Ce jour, ils étaient tous là, puisque lui-même a dit avoir confié le président
à son commandant de salon, Mohamed Condé alias Escobar. Pourquoi le commandant Toumba sortirait du camp de la présidence pour aller chercher le président Moussa Dadis Camara au stade, alors même qu'il était plus facile pour lui de rentrer tout simplement à la résidence du président et de voir s'il est là ou pas. Entre parcourir 10 mètres pour se rassurer que l'homme dont on a la protection, l'homme sur qui on doit veiller, se trouve là, et parcourir des kilomètres entiers, venir jusqu'au pont 8 novembre, qu'est-ce qui était plus facile? Qu'on ne nous prenne pas pour des enfants, qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Nous comprenons bien les choses. Il était beaucoup plus facile pour lui d'aller à la résidence de son patron qui se situait uniquement à 10 mètres, à 20 mètres. Lorsqu'il ne le voyait pas, oui, on aurait compris. Alors, s'il ne l'a pas fait, mais pourquoi n'a-t-il pas demandé au commandant de salon qu'il a lui-même nommé, Escobar, à qui il a confié le président Moussa Dadis Camara, en lui interdisant de ne le laisser sortir sous quelque prétexte que ce soit? Vous devriez encore vous interroger là. Il était plus facile pour lui d'aller demander à son commandant de salon où est le président. Cela lui aurait évité de parcourir ce long et très long ou ces longs kilomètres inutilement. Troisième élément, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, entre M. Toumba et le président Dadis, mais il y avait un talkie-walkie. Mais il n'avait même pas besoin de se déplacer pour savoir où il se trouve. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce talkie-walkie? Quatrième élément, toujours sur le talkie-walkie, il y avait un talkie-walkie entre Toumba et toute son équipe. C'est d'ailleurs lui qui a doté les éléments de la garde présidentielle de ce talkie-walkie. Mais pourquoi ne pouvait-il pas tout simplement appeler dans ce talkie-walkie pour que tout le monde réponde? Nous sommes là pour que l'histoire de notre pays soit bien écrite. Mais nous sommes là pour éviter qu'on diabolise un homme. Nous sommes là pour éviter qu'on fasse un homme un monstre, alors qu'il est tout sauf cela. Le cinquième élément, Monsieur le Président, entre la résidence du président Dadis, où se trouvait la présidence, et la sortie du camp, il y avait 5 checkpoints, 5 barrages. Pourquoi le commandant Toumba n'a pas cherché à savoir, au niveau de ces checkpoints-là, si le président était sorti? S'il ne l'avait pas vu, si son commandant de salon ne lui avait pas dit qu'il était là, si les talkie-walkie ne lui avaient pas fourni, n'avaient pas permis qu'il ait toutes ces informations-là, pourquoi n'a-t-il pas pris la peine de s'informer auprès de ces checkpoints-là? Surtout que dans cette déclaration, dans la deuxième phase de son passage ici, le commandant Marcel vous a fait comprendre qu'il avait entendu des cris ou des gens qui parlaient de Dadis, 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 comme si un cortège passait. Vous devrez vous interroger, Monsieur le Président. La vérité, c'est quoi? C'est que M. Toumba savait tout. Il savait tout. Il savait tout. Et ce coup a continué
Parce que ce jour, on n'a pas pu disqualifier politiquement un homme. Parce qu'après le 28 septembre, on a compris que l'homme était encore dans le cœur des Guinéens. Il fallait donc l'éliminer physiquement. Si nous taisons cela, nous aurons trahi notre serment. Si nous taisons cela, nous aurons trahi tout ce pourquoi nous portons cette robe. Si nous taisons cela, nous raccrocherons nos robes et nous abandonnerons ce métier noble dont je vous ai parlé dès le début. Mais sur le plan même sécuritaire, Monsieur le Président, et je veux bien rendre hommage à un des anciens gardes d'un ancien président français. Je veux rendre hommage à celui qui s'est occupé de Mobutu pendant 30 ans. Je veux rendre hommage à celui-là qui s'est occupé de Pascal Lissouba, qui m'ont vraiment aidé à comprendre le fonctionnement d'une garde présidentielle, y compris avec des schémas. Il n'est pas possible, le commandant le sait, lorsque une garde démarre, il n'est pas possible qu'un intrus y entre. Lorsqu'une garde démarre, ça s'appelle le diamant. Quand vous n'êtes pas dans le diamant, quand vous n'êtes pas dans le diamant, que vous soyez ministre de la Défense, que vous soyez chef d'état-major, général des armées, que vous soyez chef d'état-major particulier, que vous soyez la femme d'un président, vous n'avez pas accès. Si vous y allez, on vous abat. Mais quand ces propos sont tenus, ici dans cette salle, devant le monde, mais on est ridiculisé. Mais comment est-ce possible que l'aide de camp vous dise « Je n'ai pas vu le président et j'ai couru pour aller le chercher ». Mais il aurait été abattu parce qu'il n'appartenait pas au diamant formé. L'aide de camp, c'est l'homme de confiance. Il tient la mallette du président. Mais il ne doit même pas être dans la sécurité rapprochée. Parce que ce sont eux qui ont la charge, quand ça ne va pas, d'évacuer le président. Et eux, ils se méfient d'ailleurs de l'aide de camp. Parce qu'à tout moment, il peut porter atteinte à la vie du président. On l'a d'ailleurs vu le 3 décembre. On l'a vu avec le président Sadat. Mais c'est l'aide de camp. Même la garde rapprochée, les éléments de cette garde rapprochée se méfient entre elles. C'est pour ça qu'il y a plusieurs divisions dans une garde présidentielle. Une première division, une deuxième division, une troisième division, peut-être une quatrième qui va s'occuper de la famille présidentielle. Si vous n'aviez pas été dans une des divisions, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas. Alors qu'on ne vienne pas raconter des racontards pour faire comprendre que non, on ne me fait pas, il ne me faisait plus confiance. Alors, parfois, je voyais le colonel Thiegro devant lui, je venais, je l'écartais, je le poussais. Tantôt, je l'ai vu monter et je l'ai pris, je l'ai tapé comme ça, je l'ai jeté. Ce sont des discours enfantins. Ce sont des discours qui ne s'expliquent pas scientifiquement. Parce que ce n'est pas possible. Informez-vous. Lorsque le diamant est formé, il n'y a que le président seul, mais lui seul, qui peut dire « je veux que telle personne vienne me voir ». C'est pour ça que dans les cortèges officiels, vous voyez parfois un président qui veut voir une personne demander. Mais même ça, cette personne-là est regardée à la loupe. Parce qu'on a peur qu'elle porte atteinte à la dignité, à la vie du président. C'est élémentaire, c'est scientifique. On ne peut pas falsifier cela. On ne peut pas vous faire comprendre que parce qu'on est aide de camp. Et l'aide de camp, c'est l'homme de confiance. Mais le président, mais il peut avoir 1000 hommes de confiance. Le président a ses propres confidences. Le président peut sortir officiellement. Le président peut sortir à titre privé. Le président peut même sortir pour voir une copine. Et il n'a pas envie que certaines personnes le sachent. Est-ce que parce que vous n'êtes pas allé avec lui, cela suffit pour dire qu'il ne me faisait pas confiance? Est-ce que le fait de ne pas sortir avec lui, cela suffit pour dire qu'il faisait confiance à d'autres personnes? Mais un président peut faire confiance à n'importe qui. Un président doit avoir autour de lui des gens loyaux. Mais des gens loyaux, un chef d'État américain a dit, quand on me demande de faire le choix entre la paix et la loyauté, je choisis la loyauté. Un président ne vous met pas à côté de lui pour sa garde, uniquement pour vos compétences. Il le fait parce qu'il vous fait confiance. Et c'était lui, l'homme de confiance du président. Mais une confiance qui a été trahie de bout en bout et qui s'est achevée
par cette tentative d'assassinat contre lui. D'ailleurs, lui seul dirigeait tant le camp Koundara, le camp Kamayen, le GIR, le camp Kwame Nkrumah et également le Petit Palais. Voilà l'autre exécutant du complot ourdi contre le président Dadis.